Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité audiovisuelle et surtout médiatique. Ce soir encore, on va parler du conflit à Gaza, mais on va un peu généraliser le traitement médiatique depuis la guerre en Ukraine et jusqu'au, justement, la guerre à Gaza. Depuis cette date, justement, une importante transformation médiatique a touché les médias dans le monde, notamment après une mauvaise transformation ou application des sujets qui sont appliqués sur certains conflits dans le monde. Bien sûr, le traitement médiatique en Ukraine et à Gaza a sensiblement désavoué et décrédibilisé certains médias considérés depuis des années comme des médias crédibles. Avant de commencer le débat, nous allons voir justement un indice ou un échantillon de ces défaillances médiatiques sur les plateaux de télévision, notamment en France, sur justement le traitement de la guerre à Gaza. Dominique de Villepin était chez nos confrères de Quotidien, c'est sur TMC, et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des États-Unis et il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens, victimes d'un effroyable nettoyage ethnique en direct. Il commente la situation américaine selon lui, son analyse, et il dit c'est la même chose en France. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. À quel point la domination financière sur les médias. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Il considère visiblement que les Juifs, et notamment aux États-Unis, tiendraient la finance et à travers ça contrôleraient les médias et le monde du spectacle. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique pèse lourd. C'est une rhétorique antisémite classique. Est-ce que quand on parle d'un, pardon d'expression du raccourci, un petit arabe en banlieue, en disant qu'il a des propos antisémites, c'est facile, et là on parle d'un ancien Premier ministre de la France, et on a du mal à comprendre ce qu'il veut vraiment dire. Donc j'imagine que vous ne soutenez pas l'opération militaire en cours à Gaza. Non, c'est une opération de pacification coloniale. Elle est d'une violence extraordinaire et elle met en danger pour longtemps, malheureusement, je crois, les perspectives de paix réelle et durable, de réconciliation. Alors si on se place du point de vue du gouvernement israélien, ce que dit Netanyahou, c'est que le Hamas a tiré des roquettes, il y a des tunnels qui passent en dessous de la frontière entre Gaza et le territoire israélien qui permet éventuellement à des terroristes de faire des attentats en Israël. Quelque part, le gouvernement israélien défend son propre peuple, c'est assez légitime. C'est comme ça qu'il le présente. Ça, c'est la propagande israélienne. Vous savez, le ministère de la propagande... C'est aussi une réalité. Non, je ne crois pas. Je crois que la réalité est la réalité de l'occupation coloniale. Là où il y a occupation, il y a un colon qui conquiert du territoire, qui enferme des populations, qui les affame éventuellement, qui les frappe. Mais l'histoire commence toujours chez le colon quand c'est lui qui est atteint. C'est-à-dire au moment où se révolte un peuple opprimé sous la botte depuis énormément d'années, c'est là que le colon se réveille et comment ils ont osé me frapper. Parce que nous, on ne veut pas vivre dans un monde où il y a un grand califat génocidaire à la frontière d'Israël au sud. J'ai du mal à accepter l'idée de parler de califat génocidaire. Je veux dire, le Hamas n'est pas Daesh et il faut arrêter avec cette comparaison entre ces deux. Le Daesh avait un projet effectivement de califat, le Hamas est un mouvement de résistance palestinien. Et si on veut assurer la paix d'Israël, il faut trouver une solution aussi à cette question palestinienne dans laquelle la branche politique du Hamas peut avoir son mot à dire si on veut sortir de cette impasse. Sinon, on est dans une violence permanente qui ne s'arrêtera jamais. Et arrêtez un petit peu de rêver, de dire n'importe quoi. Le Hamas, c'est Daesh. Et ils veulent la destruction totale de l'État d'Israël. D'ailleurs, ils appellent les Israéliens les Juifs, pas les Israéliens.
il faut remettre la question du Hamas dans son contexte historique. Le Hamas, ça n'est pas les attentats du 11 septembre et ça n'est pas Daesh. Là, on est face à un mouvement de résistance qui est islamiste. Un certain nombre de responsables du Hamas ont été éliminés par l'armée israélienne dans toutes les années qui viennent de s'écouler. Le résultat aujourd'hui, c'est quoi? On a un Hamas qui est encore plus fort qu'auparavant. En dépit le résultat de tout ça, est-ce que vous reconnaissez, je ne sais pas si vous là-dessus, mais est-ce que vous reconnaissez qu'il n'empêche qu'il est bon de tuer chacun des islamistes pour les empêcher de nuire? C'est ce que fait Israël depuis des années en attaquant tous les responsables du Hamas les uns après les autres pour éviter que ce mouvement continue à réagir. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils sont capables de mener des opérations de plus en plus importantes parce qu'il y a de plus en plus de candidats, parce que nous sommes dans une impasse. Moi, ce qui me rend dingue dans cette histoire, c'est qu'on alimente et qu'on est de plus en plus dans une logique on tue. Si ça permettait de régler la question, on se dirait, ça y est, on passe à autre chose. Et on voit bien que ça ne marche pas. Voilà, c'était 3 extraits de justement d'émissions, de grandes émissions sur des plateaux de télévision françaises. La première, c'est une grossière manipulation du discours de Villepin qui est passé sur TMC et qui a été déformé, voire totalement manipulé par le journaliste de BFM TV et qui confond deux termes, l'antisémitisme et la dénonciation de la finance justement mondiale. La deuxième intervention, et ça a été justement présenté comme une personne qui allait défendre un petit peu l'armée sioniste, mais le journaliste s'est retrouvé en face d'une responsable vice-présidente de l'Union juive française, Madame Michèle Sibony, qui a dénoncé la colonisation sioniste à Gaza. Et enfin, la défense de Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, contre le porte-parole de l'armée sioniste, Olivier Rafovitz, qui a été, rappelons-le, l'une des personnes qui a conduit à l'éviction du journaliste Mohamed Qassi de TV5 Monde. Messieurs, aujourd'hui, parler du Proche-Orient et notamment de la guerre à Gaza est un exercice difficile pour les experts, mais aussi pour les journalistes. Oui, mais quand on respecte les règles du journalisme, on peut dire beaucoup de choses. J'entends dire qu'il faut dire les choses sans être un relais conscient ou inconscient de la propagande militaire israélienne, parce que ce qu'on voit dans les plateaux... Il faut juste préciser, Faisal, que tous les intervenants sur le plateau qui ont dénoncé justement la colonisation sioniste, le massacre des Palestiniens à Gaza, sont des personnes de nationalité française, des Français, et qui sont là justement pour donner leur avis sur cette question. Oui, cet avis... Des spécialistes avertis. Oui, il n'est apparu que dernièrement. C'est vrai que certains médias ont tenté de faire l'équilibre. La difficulté, c'est que beaucoup de médias occidentaux n'arrivent pas à entrer des journalistes à Gaza, parce qu'Israël empêche que les journalistes entrent et elle tue les journalistes à Gaza. On est au dernier bilan, on va en parler plus tard. À la fin de l'émission, plus de 70 journalistes. C'est le bilan le plus élevé depuis un siècle, selon beaucoup d'organisations. Selon RSF, entre autres. Notamment. Donc, effectivement, parce que vous avez parlé de grossière manipulation, on l'a vu, à BFM TV, Dominique de Villepin, qui est intervenu dans l'émission Quotidien sur TMC, a dit, il a évoqué la domination sur la finance et le monde des armes, mais il n'a à aucun moment parlé des Juifs. Parler des Juifs, voilà. Il n'a jamais à aucun moment parlé d'organisation juive. C'est BFM qui a fait l'interprétation, et bien sûr, tout le monde est allé dans la dénonciation C'est quand même indélicat de la part d'un média considéré comme l'une des premières chaînes d'information en France qui déforme carrément, parce qu'il y a la vidéo, on peut pas, peut-être il a dit dans un cercle fermé, mais là, la vidéo, elle est là, on ne peut pas déformer les propos de quelqu'un qui a été enregistré. Absolument. Peut-être que Pascal Drahi, qui est un homme d'affaires israélien, patron de BFM TV, Patrick Drahi, propriétaire de BFM, de I24 et également de Libération, s'est senti visé. Et c'est pour ça que l'émission est devenue donc une attaque en règle contre Dominique de Villepin, bien sûr sans lui donner la parole. Et Dominique de Villepin, pour rappeler à nos amis téléspectateurs, il a dit qu'on peut critiquer les États-Unis sans être forcément antisémite. Tout à fait, ouais. On peut critiquer le sionisme messianique
d'une partie du gouvernement israélien sans être antisémite, on peut se tenir l'idée de justice pour le peuple palestinien sans être antisémite. Maintenant, ça veut dire que la conclusion... Il a fait ces déclarations après justement les accusations d'antisémitisme sur les plateaux de... Oui, parce qu'il a été attaqué par l'intellectuel de confession juive, il faut le rappeler, Jacques Attali, qui a parlé de l'antisémitisme de Villepin sans bien sûr convaincre, parce qu'à aucun moment, M. Dominique de Villepin, qui connaît quand même très bien la diplomatie, n'a évoqué les Juifs ou la domination des Juifs sur le monde des arts et des finances. Et donc on a interprété pour essayer maintenant... L'écarter sur la scène médiatique. L'écarter aussi parce qu'on cherche à culpabiliser les gens, sinon à les intimider ou à les complexer. Parce que même l'homme, l'écrivain capitaliste Alain Menck, parce qu'il faut bien le dire, il a attaqué M. de Villepin en disant qu'il est sous l'influence du Qatar parce que une grande partie de la direction du Hamas se trouve à Qatar et de Villepin a tout de suite répondu que le Qatar finance en partie le Hamas à la demande de beaucoup d'États, y compris les États occidentaux. Non, parce que maintenant, l'idée, c'est que si vous critiquez Israël, c'est encore pire. On en a parlé dans les précédentes émissions. Vous êtes automatiquement classé d'antisémite. Et l'idée de la colonisation, parce que vous avez parlé de la représentante de l'Union juive de France, qui sont des juifs laïcs, qui sont contre le sionisme, a évoqué la question de la colonisation, elle a parlé de la pacification. La politique de Netanyahu. La pacification coloniale que nous avons connue en Algérie aussi. À un certain moment, la pacification coloniale, c'est tuer un grand nombre de personnes pour les obliger à partir. Ça devient de l'épuration ethnique et aussi pour occuper leurs terres, parce qu'un État colonial, c'est le droit international. Un État colonial, un État qui occupe une partie du territoire, comme c'est le cas pour Israël, pour les territoires palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Il y a presque 500 000 colons en Cisjordanie, contrairement à toutes les résolutions de l'ONU. Un État colonial ne peut pas dire qu'il se défend. Parce que toute la rhétorique, le discours développé notamment par les porte-paroles de l'armée israélienne, qui font dans la propagande classique, disent que Israël se défend. Or, un État qui ne se défend pas et les forces qui peuvent exister dans les États occupés peuvent se prétendre à la résistance. Ça, c'est le droit international. Et ce discours ne paraît pas, parce que dès que quelqu'un commence à parler de la colonisation, du droit du peuple palestinien à réclamer ses droits sur ses terres, l'État palestinien viable aux frontières de 1967 avec le Quds, le Jérusalem-Est comme capitale, ça veut dire les résolutions connues de l'ONU. Dès qu'on commence à parler de cette question, on évoque l'antisémitisme, on évoque le racisme et la haine, etc. Reda Hariras, justement, on vient de voir les extraits sur les plateaux de télévision. Le dernier extrait de Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, a soulevé la problématique ou l'amalgame qui est faite par certains plateaux de télévision entre Hamas et Daesh. On compare souvent Hamas à Daesh, tout simplement parce que Hamas sont des islamistes. Oui, parce qu'elle a une vision qui est classique. Elle analyse la situation comme d'autres. Elle est spécialiste du Moyen-Orient, elle connaît bien le dossier. Voilà, et donc ce qu'elle dit est parfaitement partagé par les spécialistes de la question en dehors de toute tentative de manipulation médiatique, parce que ça finit par agacer quand même les experts, que ce soit donc les politologues, les historiens ou les géographes. On sait parfaitement qu'il ne peut pas y avoir de confusion entre Daesh, qui a eu un projet tout à fait mythique de vouloir restaurer un califat, et le Hamas, qui est effectivement un mouvement de résistance, qui est d'obédience islamique, oui, mais qui a un projet qui est complètement différent de celui de Daesh, puisque son projet, quand même, il s'inscrit dans le cadre de la fondation d'un État palestinien. Donc il y a une volonté de vouloir étouffer la voix du peuple palestinien en entretenant une confusion avec une autre entité, à savoir Daesh, qui a eu un projet beaucoup plus, je dirais, farfelu. Donc les spécialistes, les chercheurs, les universitaires, notamment en France, puisque Agnès Levallois est française, se sentent de plus en plus phagocytés par des médias qui veulent jeter de la poudre aux yeux des téléspectateurs en accusant les uns et les autres, je dirais, de légèreté. Et ça, c'est une question qui revient de plus en plus devant les téléspectateurs, à savoir jusqu'où on peut permettre cette manipulation provenant de certains groupes médiatiques. Et cela nous amène aux déclarations de Villepin, et qui avait estimé que les grands groupes financiers imposent leur dictat
à la société parce que ce sont un grand groupe financier qui contrôle les médias maintenant. Ils sont pratiquement dans une position de monopole et ça devient de plus en plus gênant. Et donc, à partir du moment où De Villepin a un projet politique qui s'appuie sur un héritage gaulliste, c'est-à-dire un héritage souverainiste, c'est-à-dire un héritage qui respecte le droit à l'autodétermination des peuples, ça ne fait pas l'affaire de ces grands manias de la presse et du monde de la finance qui se sont empressés très rapidement de l'accuser de ce qu'il n'est absolument pas, puisqu'il n'a pas fait de déclaration, il n'a fait aucune déclaration qui vise aucun groupe ethnique, et plus particulièrement les Juifs notamment. Il faut noter, Salim, que toutes les personnalités politiques, pas uniquement en France, dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, parce que, entre parenthèses, puisque Khaled a parlé de la même mise de certains groupes financiers, une grande partie sont proches d'Israël, il faut le noter aussi, sans être antisémites, ont été critiqués aux États-Unis, y compris par les intellectuels honnêtes et des universitaires. Des manifestants sont allés samedi devant le siège de New York Times, qui est quand même une institution médiatique dans le monde, en demandant sa fermeture, parce que ce journal n'a à aucun moment essayé de faire de l'équilibre, alors qu'il était vraiment un exemple de journalisme. Et je rappelle que ici à Alger, il y a eu une rencontre sur les médias et une journaliste de Al Jazeera, Fayrouz Ziani, ici, elle disait que jusqu'à une date récente, on nous disait que telle institution, tel média occidental, telle chaîne était professionnelle, crédible et démocratique, des écoles de journalisme, qu'il faut faire comme eux, qu'il faut les suivre. Gaza les a dévoilés. Il y a eu des morts à Gaza. Gaza et le conflit en Ukraine. Oui, et le conflit en Ukraine ont dévoilé beaucoup de visages parce que les masques sont tombés sur un journal aussi prestigieux comme New York Times qui invente des histoires, qui a rapporté des faits qu'il n'a pas vérifiés, ce qui est un peu étonnant. La même chose pour d'autres médias comme Fox News, comme la BBC. Comme aussi, la BBC qui a essayé de redresser un peu et de se rattraper, comme CNN, comme Deutsche Welle, comme beaucoup de médias. Et donc, ce qui s'est passé à Gaza donc, a permis aujourd'hui à évoquer un nouveau monde. Il y a d'autres médias, bien sûr, il y a d'autres journalistes qui ont essayé de plus ou moins équilibrer, mais il y avait un narratif qui a été imposé et qui a été répété partout. Reda en a parlé, c'est de dire qu'il y a Hamas, qualifié ou présenté comme un groupe terroriste, notamment par l'Union européenne, par les États-Unis, par d'autres organisations. Maintenant, les États-Unis disent qu'il faut détruire, c'est les termes utilisés par un ancien général qui était en guerre d'Irak. Et il faut noter qu'il y a eu des crimes de guerre aussi en Irak commis par l'armée américaine qui dit qu'il faut détruire le Hamas et la Russie. Vous voyez ce parallèle qu'on fait? C'est un parallèle qu'on fait entre les deux guerres, la guerre d'Ukraine et la guerre à Gaza. Or, tout le monde aura noté que, par exemple, les États-Unis ont occupé pendant une bonne période l'Afghanistan en prétendant lutter et détruire les talibans. Or, les États-Unis sont sortis, ont pris 20 milliards de dollars des avoirs du peuple afghan qui étaient gelés et qui les ont pris sans aucune règle de droit, et ils ont livré l'Afghanistan aux talibans. Donc, cette idée de détruire une organisation sous prétexte qu'elle est terroriste, selon les Occidentaux, bien sûr, elle est farfelue. Elle justifie des crimes comme ceux qui sont commis actuellement à Gaza. Reda Haddad, je voudrais revenir un petit peu, si vous permettez, sur le plan politique en France. Aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, notamment, on trouve que les intervenants de l'extrême gauche, notamment des partisans du parti de Mélenchon, et de l'extrême droite, ou éventuellement de la droite. Où est la gauche et le centre dans cette affaire? Ils sont devenus aphones parce qu'ils n'ont pas de projet politique, notamment en ce qui concerne... Mis à part de Villepin, qui est un peu gaulliste, un peu de droite. Ce sont des individus, ce sont quelques personnalités, qui essayent de revenir au devant de la scène. Mais la scène politique française classique actuellement est apathique parce qu'il y a toute une génération qui est partie, d'hommes politiques qui avaient beaucoup d'expérience. Soit ils sont décédés, soit ils sont allés à la retraite. Et on a affaire donc à une nouvelle catégorie. Il y a quand même des cadres du PS qui sont toujours présents sur la scène médiatique, comme Ségolène Royal, François Hollande ou bien d'autres anciens premiers ministres qui peuvent intervenir justement pour dénoncer justement cette occupation
illégale d'Israël de la bande de Gaza? La situation politique actuellement en France est confrontée à deux situations. Donc les anciens cadres politiques qui Même les partisans de Macron ne s'expriment pas sur la question. Ils ne s'expriment pas parce qu'ils n'ont pas renouvelé déjà leur discours politique. Entre eux, ils ne s'entendent pas entre eux déjà. À l'intérieur des formations politiques, aussi bien à gauche qu'à droite, ils n'ont pas une vision commune. Pourquoi? Parce que, un, ils n'ont pas de leadership. Il n'y a pas de leadership qui s'impose. Et deuxièmement, parce que de plus en plus, les hommes et les femmes qui sont les mieux formés et qui sont peut-être les plus intelligents de la société française font de moins en moins de politique. Oui, ça, on l'a constaté. Les dernières élections présidentielles et législatives en France ont démontré qu'il y a un éclatement des partis traditionnels. Maintenant, la NUPES ou la NUPS, qui était donc une alliance de partis de gauche, a pratiquement éclaté. La France insoumise. C'est à cause de ça qu'elle a éclaté, parce que Mélenchon a une attitude dénonçant les crimes commis par Israël, dont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, parce que toutes les organisations, y compris l'ONU, évoquent maintenant les génocides, parce que quand on atteint 15 000 morts, dont 5 000 à 6 000 enfants, beaucoup de femmes, des civils, des hôpitaux bombardés, des écoles, des ambulances, etc., ça devient donc des crimes de guerre. À cause de ça, Mélenchon est attaqué. Vous aurez remarqué que les hommes politiques, c'est aussi le cas en Grande-Bretagne, parce que le Parti travailliste, traditionnellement, il y a une partie du Parti travailliste qui a toujours défendu les droits des Palestiniens de disposer de leurs terres, selon encore une fois les résolutions de l'ONU et le droit international. Ce parti est également divisé, c'est un parti de gauche. La même chose en Allemagne, la même chose dans certains pays, notamment la Belgique, où il y a un parti de gauche, un parti socialiste qui ose critiquer Israël, parce que maintenant, à un moment donné, on a voulu complexer la classe politique européenne. Automatiquement, si vous critiquez Israël, vous êtes avec les terroristes. Parce que ça, c'est la rhétorique de la propagande militaire israélienne. Si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. Maintenant, si vous êtes antisémite, donc il y a beaucoup de confusion. Et celui qui a parlé de Daesh en premier, je pense que c'est le président français. Emmanuel Macron qui disait qu'il faut une alliance internationale pour lutter contre Daesh. Après, il s'est rattrapé en essayant d'atténuer de cette déclaration qui était bien sûr pas du tout compréhensible par rapport au statut de Hamas. Oui, Reda. Mais c'est dû au fait que même la loi est utilisée pour intimider les gens. Ce n'est pas uniquement par des déclarations médiatiques, puisque le sionisme en France est assimilé, la critique du sionisme est assimilée à de l'antisémitisme. Et donc, par conséquent, à chaque fois... Oui, qu'on allait par le code pénal. Par le code pénal, et ce qui fait que les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques aussi, sont très vigilants par rapport à ça, puisqu'on voit qu'il y a des médias qui n'hésitent pas à carrément détourner les propos des hommes et des femmes politiques pour les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des antisémites et des antipatriotes. Merci Reda. On fait une courte pause et on revient à la discussion et au débat. Plusieurs jours, ou presque plus d'un mois depuis le début de la guerre à Gaza, a fait plus de 60 morts dans le camp des journalistes. Aujourd'hui, c'est le chiffre macabre de la plus grande perte de la presse depuis plus de 100 ans, n'est-ce pas, Faisal Matawi? C'est un chiffre avant de parler justement de cette situation difficile pour nos confrères journalistes palestiniens, mais aussi étrangers dans la région, on va regarder ce message très émouvant d'un journaliste français sur justement le parcours de combattants des journalistes en Palestine, plus précisément à Gaza. Lettre aux journalistes de Gaza. C'est déjà votre 5e guerre. On pourrait presque vous soupçonner d'avoir l'habitude. Pourtant, vous avez compris très rapidement, dès les premiers bombardements, que ce ne serait pas une guerre comme les autres. Quand vous partez en reportage le matin, vous n'êtes pas certain que vous rentrerez chez vous. Et si vous survivez et parvenez à rentrer chez vous, c'est peut-être votre famille qui ne sera plus là. Vos
Vos collègues tombent les uns après les autres et vous commencez à croire que ce n'est pas une coïncidence. Vous vous demandez si vous êtes visé. Quand vous filmez des blessés à l'hôpital, ou les fils devant les boulangeries, ou les corps ensevelis dans un charnier, vous reconnaissez des visages. Nous, derrière nos écrans, nous voyons des corps. Vous voyez un ami, une cousine, un voisin. Nous, derrière nos écrans, nous voyons des ruines et de la poussière. Vous voyez l'école où vous avez étudié et l'hôpital où vos enfants sont nés. Chaque jour, vous documentez le crépuscule de votre propre existence. Et parce que vous êtes palestinien, arabe, musulman, on dit de vous que vous êtes des propagandistes, peut-être même des terroristes. Et les gens qui n'ont aucune éthique doutent de la vôtre, mais nous on vous voit tel que vous êtes, des journalistes, qui font un travail inestimable dans des circonstances impossibles. Voilà, c'était une chronique émouvante d'un message aux journalistes à Gaza, justement, lu par Wilson Fash de RFI. Faisal Matawi, aujourd'hui, plus de 70 journalistes, fixeurs, caméramans, photographes tués dans la bande à Gaza. C'est le plus grand, justement, chiffre d'une perte de la corporation dans un conflit. Absolument, dans une guerre, je pense qu'on va aller, si ça continue, vers un record, probablement le chiffre le plus élevé. C'est record depuis plus d'un siècle. Toute l'histoire des guerres, parce qu'on n'a jamais eu un chiffre aussi élevé. Il y a des photographes, il y a des journalistes, il y a des reporters, et les derniers en date, c'est le dernier chiffre donné, c'est le photographe de l'agence Anadolu, le photographe Montassar As-Sawaf, qui a été ciblé et qui est resté sur la chaussée pendant 1 heure. Il a perdu son sang. Et quand on l'a mené à l'hôpital, comme les hôpitaux de Mahmadani, Gaza n'a pratiquement pas de moyens d'équipement pour le sauver, il a perdu la vie. Il y a un autre photographe qui s'appelle Abdallah Derwish, il est de la chaîne Al-Aqsa. Il a été ciblé avec sa famille. Et il y a aussi le journaliste qui est également un enseignant universitaire, Adam Hassouna, qui a été aussi ciblé avec un bombardement de sa maison. Allah yarhamoum, mais visiblement le photographe Sahafi Abdallah Derwish de l'Aqsa, sa voiture a été ciblée par l'armée israélienne. Donc c'est délibéré. Et selon RSF, Reporters sans frontières, qui a évoqué donc plusieurs cas, certains journalistes reçoivent des menaces de mort 24 heures avant d'être ciblés. Donc c'est carrément. Donc on a l'impression qu'il y a une liste qui a été dressée pour vider Gaza de ses reporters, de ces témoins, hein, parce que c'est des témoins de ce qui se passe là-bas. C'est du massacre commis de civils depuis Il faut préciser que pratiquement tous les journalistes qui sont tués, plus de 70, sont de nationalité palestinienne ou de la région, soit libanais, soit turc aussi. Oui, il faut noter aussi que des journalistes qui ont été tués au sud du Liban, et certains, 2 ou 3 dans la Cisjordanie. Donc les journalistes sont sur la liste des personnes à tuer. Et RSF a souligné que les reporters sur place à Gaza n'ont pas de refuge sûr et n'ont aucun moyen de sortir de l'enclave. Ils sont tués les uns après les autres. Depuis le 7 octobre, ça c'est RSF qui le dit. Certains travaillent pour des médias occidentaux, comme des pégistes. Pour Reuters, pour même RFI, etc. Pour beaucoup d'agences aussi, depuis le 7 octobre, le territoire palestinien subit une véritable éradication du journalisme. Il y a un appel qui est lancé à la communauté internationale pour intervenir, pour protéger les journalistes sur place. Malgré ça, malgré ces appels, malgré tout ce que toutes les organisations internationales ont dit, on a 73 journalistes tués depuis Shirin Abu Akleh, rappelez-vous, c'était la première. Donc c'était la première sur une liste. Et je pense qu'Israël, puisque visiblement aucune force n'arrive à la dissuader, pourquoi justement les organisations de défense des journalistes comme RSF, mais il y a aussi d'autres organisations ONG étrangères ou internationales, ne font rien pour justement médiatiser, parler de ce massacre délibéré des journalistes sur le terrain? Moi, je pense que les organisations comme Committee to Protect Journalistes, qui est CPJ, qui est une organisation installée à New York, Human Rights Watch, qui est une organisation de défense des droits humains installée à Washington. Il y a le comité pour la protection des journalistes qui dénonce quotidiennement, Reporters sans frontières, mais les appels et les communiqués de ces organisations sont ignorés par les médias.
sont ignorés par les médias. Alors qui défendent les médias. Qui défendent les médias. Donc quand il s'agit de... Si c'est un journaliste américain ou anglais, il faut le dire maintenant, il faut le dire clairement. Lorsque c'est un journaliste occidental qui est tué, bien sûr on souhaite la mort pour aucun de nos confrères. Au contraire, nous défendons nos confrères, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur nationalité ou leur origine. Mais lorsqu'il s'agit de journalistes palestiniens, ils ne sont apparemment pas considérés comme journalistes ou ils sont considérés comme militants du Hamas, d'où le silence honteux. Je pense que l'histoire retiendra ce silence honteux des grands journaux, des grands médias occidentaux qui, souvent, et comme nous le disions au début, ces médias nous donnaient des leçons sur la démocratie, les droits de l'homme, la défense des droits de l'homme et la liberté d'expression. On voit que cette liberté d'expression a beaucoup de limites lorsqu'il s'agit de critiquer Israël. Reda Harira, justement, les journalistes étrangers sont stationnés un petit peu dans les territoires occupés au Liban. L'armée sioniste refuse qu'ils rentrent justement dans la bande de Gaza pour ne pas découvrir ce qui se passe. Certains journalistes, ce qu'on appelle les journalistes embarqués, travaillent directement avec l'armée sioniste. Parce que de plus en plus... Notamment la Fox News et la BBC. Oui, parce que de plus en plus... l'armée d'occupation les considère comme partie prenante du conflit. Quand je dis partie prenante du conflit, à partir du moment qu'ils sont là pour montrer des images, pour sensibiliser le reste du monde par rapport à ce qui se passe dans la ville de Gaza, eh ben, ils sont considérés comme des adversaires, même si ce n'est pas déclaré comme tel. Et donc, à partir de ce moment-là, tout est fait pour entraver leur travail. Et lorsque, malgré tout, ces journalistes arrivent sur place et transmettent des informations et des images qui peuvent parfois être choquantes et gênantes, ben on les élimine. On les élimine et de manière à pouvoir intimider leurs collègues. C'est-à-dire, si vous voulez faire votre travail, même si c'est une approche déontologique, vous devez savoir que vous allez prendre des risques, et des risques qui sont très élevés. Notamment, il y va de votre vie, de l'exercice de votre métier. C'est à vos risques et périls. Et on l'a vu avec les dizaines de journalistes qui ont été tués. Donc, il y a véritablement peut-être que des journalistes qui sont originaires de la région, notamment du monde arabe, qui peuvent prendre des risques parfois calculés pour aller sur place, parce que leur rédaction, parce que l'opinion publique dans la région les encourage et leur demande à ce qu'ils puissent transmettre des informations pour savoir ce que le peuple palestinien subit sur place. Faisal Metaoui, je voudrais revenir à l'affaire Mohamed Qassi. Jusqu'à maintenant, le journaliste est écarté de l'écran, mais il n'est officiellement pas sanctionné. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et a décrédibilisé un petit peu la chaîne francophone. Oui, c'est une attitude qui est curieuse, parce que Mohamed Qassi, peut-être parce qu'il porte le nom de Mohamed Qassi. Il avait un nom ou un prénom européen, je ne sais pas quelle aurait été l'attitude de Le porte-parole justement de l'armée sioniste passe toujours sur les plateaux de télévision français. Il dit ce qu'il veut. Il n'est pas écarté, il dit ce qu'il veut, il malmène parfois les journalistes et les intervenants. On l'a vu tout à l'heure avec l'experte et les journalistes sur le plateau de LCI. Il y a un journaliste de la télévision suisse qui a intervenu cet invité permanent des plateaux européens, qui est le porte-parole de l'armée israélienne. Un porte-parole, ça veut dire d'une armée, ça veut dire que ça propage de la propagande, surtout en temps de guerre. Et donc, il a été aussi invité dans un plateau par une chaîne suisse. Il a été coupé à l'antenne par un journaliste qui lui a posé des questions gênantes, parce que dès qu'on lui pose des questions sur le bombardement des civils, sur le meurtre des civils, sur le nombre d'enfants tués, il essaie de botter en touche, de détourner l'attention. Et lorsque le journaliste l'accuse, comme c'était le cas avec Mohamed Qassi, qui a fait son travail avec professionnalisme, nous le défendons en tant que journaliste, parce qu'on n'a pas vu qu'il y a eu d'entrave aux règles du journalisme, contrairement à ce que dit la direction de TV Segment. Il a posé des questions comme un journaliste professionnel. Parce qu'on a tenté, en le désavouant publiquement,
de porter atteinte à sa dignité de journaliste. Et ça, c'est honteux de la part d'une chaîne de télévision où on passe son temps à parler de la liberté d'expression. La journaliste suisse a coupé court donc, à la déclaration du porte-parole de l'armée israélienne, donc disons le porte-propagande, n'a pas été sanctionné par la télévision suisse. Parce que la journaliste suisse a aussi fait son travail, comme Mohamed Qassi. Cette attitude est complètement incompréhensible, parce que ça veut dire que cette chaîne a subi des pressions, et je pense qu'il y a des journalistes français qui ont fait des enquêtes. Ce n'est pas un média privé, hein, c'est un média parapublic dans lequel se trouvent plusieurs entreprises publiques. Les fonds français, suisses, belges aussi. Il y a des syndicats aussi qui ont dénoncé cette manière de procéder. Ça veut dire qu'on sanctionne un journaliste après avoir fait son métier. Oui, donc je pense que c'est quelque chose qui va laisser des traces dans l'histoire de la presse, notamment en France. Alors, messieurs, je voudrais parler de déontologie, parce que on parlait tout à l'heure du porte-parole de l'armée sioniste qui un petit peu fait le clown sur les plateaux de télévision françaises, mais aussi suisses et belges. Il est autorisé à s'exprimer, à même critiquer l'attitude des journalistes, mais est-ce qu'on invite un représentant palestinien ou un représentant de Hamas? Jamais. Alors que la chaîne Al Jazeera, la chaîne qatari, qui est une chaîne pan-arabe, fait ce qu'on appelle Al-Ra'i wa Al-Ra'i al-Akhar, l'équilibre entre les deux opinions. Elle invite le représentant de Hamas et elle invite le représentant du porte-parole de l'armée sioniste, l'Afriqa Dalaï, qui s'exprime librement. Hein, il n'est jamais coupé, jamais. Non, ça veut dire que il y a une démocratie sur les chaînes arabes qu'on ne retrouve pas sur les chaînes démocratiques. Oui, je pense que le journalisme contemporain, le véritable journalisme contemporain, efficace, objectif, s'est déplacé. Il a changé de zone géographique. Maintenant, il n'est plus en Occident, en Amérique du Nord. Il se retrouve dans zone arabe et également en Asie et même dans certains médias africains où il y a vraiment un autre discours par rapport à cette guerre à Gaza. On a vu ça, notamment puisqu'on parlait de Russie et d'Ukraine, on a vu ça aussi avec les médias russes qui ont été censurés par l'Union européenne, notamment RT, qui a été les médias chinois aussi maintenant qui sont censurés. Tout à fait. Donc les Occidentaux, lorsque cela ne sert pas leur intérêt, leur propagande, parce qu'il y a une propagande, ils sont devenus le relais de la propagande israélienne. Évidemment, on passe à la censure et après on va donner des leçons sur la manière de faire du journalisme. D'où donc ce dossier qui a été publié par le magazine Le Point sur la chaîne Jazeera, un magazine où il y a des écrivains algériens qui se sont exprimés, qui ont pris position eux aussi pour la thèse israélienne. Je parle de Kamel Daoud et de Boualem Sansal, pour ne citer que ces deux-là. Talib Jelloul, l'écrivain marocain aussi. Ce magazine s'est moqué du fait que notre consoeur Khadija Ben-Ghenna parle avec un hijab, alors que sur Al Jazeera, les journalistes présentatrices sont avec un hijab depuis très longtemps. C'est la première à porter le voile. Non, c'est peu exprès, parce que l'idée, en sous-texte, c'est, comme on dit au théâtre, c'est de suggérer que Al Jazeera est en train de servir le discours islamiste. Parce que c'est ça l'idée, au lieu de voir le travail excellent que fait Al Jazeera, notamment à travers ses correspondants en Cisjordanie et le témoignage de Fayrouz Ziani, justement, lors de la cérémonie pour la presse algérienne, était éloquent. Hein. Oui. Ces chaînes occidentales qui donnaient des leçons de démocratie et de liberté d'expression se retrouvent dévoilées au grand jour depuis la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza. Fayrouz a dit que ça veut dire que c'était une chute très forte et bruyante de ces médias, parce que c'est vrai, Gaza, malgré ces drames, a dévoilé aussi l'attitude hypocrite de beaucoup de médias. Alors, il y a un personnage qui a déstabilisé le paysage médiatique depuis un certain temps. C'est le patron de Twitter, actuellement X, qui ne rentre pas dans le mécanisme ou la stratégie médiatique occidentale. On regarde ces extraits et on revient au débat. Look, I think I would just recommend do not send the flower of Ukrainian youth to die in trenches.
whether he talks to Putin or not, just don't do that. Whoever goes on the offensive will lose massive numbers of people. And history will not look kindly upon them. Apology tour, if you will. That this had been said online. There was all of the criticism. There was advertisers leaving. We talked to Bob Iger today. I hope they stop. You hope? Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob, if you're in the audience. Well, let me ask you then. That's how I feel. Don't advertise. Voilà, c'était la déclaration fracassante d'Elon Musk dans un débat et qui critiquait les géants de la publicité, notamment plus de 200 entreprises américaines, parmi elles justement Apple, Ubisoft, IBM et surtout Disney, qui ont décidé de retirer leur publicité du réseau social, le célèbre réseau social. Tout ça parce que justement, il a soutenu Gaza. Enfin, il a laissé surtout s'exprimer toutes les opinions. La liberté de diffuser les informations sur Gaza. Absolument, toutes les chaînes qui couvrent Gaza, le drame de Gaza comme Jazeera al-Arabia, Al-Hadath, TRT, Al-Ghad, Al-Arabi, toutes les chaînes russes, les chaînes chinoises, iraniennes, toutes ces chaînes, tous ces médias et tous les hommes politiques qui s'expriment, qui dénoncent aussi les crimes, s'expriment sur Twitter qui est devenu une véritable plateforme démocratique. Donc ce qui a gêné, ce n'est pas le fait que Elon Musk aurait dit quelque chose qui a été assimilé, parce que c'est souvent des interprétations. Tout à fait. On dit que c'est de l'antisémitisme, on tranche et que c'est ça, et les annonceurs décident tout de suite de retirer leur publicité. Ça confirme ce qu'a dit M. Dominique de Villepin par rapport à la puissance de l'argent, donc c'est vrai, Dominique de Villepin a raison lorsqu'il s'agit de critiquer Israël, et Elon Musk a eu une belle réponse. Ça veut dire qu'il leur a dit, bon, on n'a pas besoin de votre argent, et il a dit une phrase qui est intéressante, tout le monde saura, parce qu'il suggère que c'est possible que la plateforme Twitter ou X, Twitter précédemment, aura des difficultés. Tout le monde saura, si on disparaît, ce sera là, à cause du boycott des annonceurs. Et ça veut dire, voilà, où sont aussi également les limites à la liberté d'expression. On n'a pas ciblé Facebook qui, comme vous le savez, censure les contenus sur Gaza ou Instagram, qui carrément maintenant bloque les comptes où on partage des stories sur Gaza. Bien sûr, aucun annonceur n'a dénoncé la censure de ces réseaux sociaux, mais malgré ça, comme X fait donc, le relais et a montré beaucoup de choses sur les drames commis à Gaza, c'est Musk qui est ciblé et c'est Musk qui tient tête. C'est la première fois que ça arrive, parce que souvent c'était la pensée unique. Là, je pense qu'avec toutes ces déclarations d'hommes politiques, d'organisations, de militants qui sont sortis dans les rues, également ce week-end, également en Europe, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, un peu partout, ça casse un peu la pensée unique qui était autour d'Israël et du sionisme religieux. Reda Harira, justement, cette sortie médiatique de Elon Musk ne fait pas le jeu des autres réseaux sociaux, notamment de ceux de Zuckerberg, Facebook, WhatsApp et d'autres réseaux, Instagram, qui n'ont pas respecté la déontologie et la liberté d'expression. C'est surtout que sa voix est considérée comme une voix dissonante. Dissonante, oui. Ça leur rappelle un peu l'expérience de Julian Assange. Et ça peut faire boule de neige. Et c'est pour ça que dans le cas d'Elon Musk, c'est quelqu'un qui est riche, et qui a ses propres relais, et qui n'hésite pas à mettre en avant le fait que tout un chacun a le droit d'exprimer ses opinions, c'est ça la démocratie, et qui ne peut pas museler les uns et laisser toujours les mêmes parler. C'est un véritable démocrate, en fin de compte. Et sa vision des choses, elle revient à une vision qui est propre à la scène démocratique des États-Unis, qui est de plus en plus dévoyée par les grands groupes de presse et les groupes financiers, et qui considère que, en quelque sorte, Elon Musk est une sorte de mouton noir et qui peut faire des émules et qui peut carrément renverser le système, pourquoi pas.
s'il arrive à réunir un consensus d'ici les 2-3 prochaines années, puisqu'il est en mesure d'exprimer avec beaucoup de sympathie, c'est-à-dire que les couches moyennes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, suivent Elon Musk et considèrent qu'il apporte quand même une vision qui est différente de l'establishment américano-sioniste. On a inventé maintenant un réseau qui s'appelle Blue Sky. Ça a été créé par Jacques Dorsey, qui est un ancien de Twitter, qui veut aussi contrer le site l'ex-Twitter, X. Et je voulais signaler seulement une phrase, c'est que... brièvement. Oui, brièvement, bien sûr. Elon Musk s'adressait en fait à Bob Iger, qui est le patron de Disney, la compagnie Disney, qui est propriétaire de Fox News, on en a parlé, et qui lui dit votre argent vous le laissez parce que Disney était un des grands annonceurs de X. Voilà, merci Faisal Mataoui, merci Reda Harirash. Cette émission consacrée justement à la médiatisation, au changement médiatique depuis la guerre en Ukraine et à Gaza est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toujours un sujet toujours brûlant sur l'actualité des médias. Restez branchés sur Al24 News. Bonsoir.